Voilà, je m'appelle Abdoulaye Diallo, mon pseudo d'artiste est le berger de l'île d'Ungor. Je suis dans ma 6e année de travail et je sors d'une exposition au musée Théodore Monod avec l'Institut Frobenius de Francfort et 2 autres maîtres en art qui sont les professeurs Saliou Diong et Aïssatou Dia. Nous avions participé à une exposition sur les arts rupestres. Sur cette île, je suis depuis presque 32 ans maintenant, mais la maison a été transformée en atelier, en espace d'exposition que depuis 5 ans environ. En 2011, j'avais publié un premier ouvrage sur l'île d'Ungor qui s'intitule La fille du volcan. Et en acceptant de préfacer l'ouvrage, le président Abdoulaye Wade m'a baptisé tout simplement l'amas imaginaire de l'île d'Ungor. Quel est l'homme sur cette terre qui n'a pas obligation de rendre hommage à au moins une femme? Devrais-je dire quel est l'homme cette fois-ci avec un grand H qui ne doit pas au moins une fois dans sa vie rendre hommage à une femme, sa mère? Alors, rendre hommage à la femme est tout à fait naturel. Je rends hommage à ma mère, je rends hommage à mon épouse, je rends hommage à mes filles, je rends hommage à la femme en général pour plusieurs raisons. J'estime qu'aujourd'hui, ce monde que je veux être un monde de paix ne pourrait se faire que par le biais de la femme. Je pense aussi qu'elles sont celles qui ont en partie très fortement souffert et qui n'ont pas bénéficié de tous les plaidoyers nécessaires pour se faire un petit peu mieux respecter. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas respectées, elles le sont en partie, mais il y a encore parmi elles de nombreuses victimes. On peut s'alimenter le cerveau par la lecture ou par le voyage, on peut alimenter son corps par des choses très simples. Nourrir quelqu'un, ça dépend. Si vous pensez argent, je dis que oui. Je dis que oui, parce que quand même le marché mondial de l'art, l'année dernière, a produit quelque chose comme presque l'équivalent du budget national du Sénégal, plus de 4 000 milliards de francs CFA. Je dis que oui, parce que les héritiers des œuvres de Picasso sont, si on mesure en termes de monnaie, immensément riches. Les Demoiselles d'Alger de Picasso, cette œuvre a été vendue il y a moins de 2 ans à plus de 119 millions de dollars. Une œuvre d'art forcément coûte très cher et peut nourrir, peut alimenter financièrement son homme. Mais je dis bien une œuvre d'art, je ne parle pas d'objets de décoration, je ne parle pas d'œuvre d'aéroport, une œuvre d'art au sens réel, c'est-à-dire une exclusivité, une œuvre qui a son ADN, une œuvre qui raconte quelque chose, qui enseigne ou qui renseigne, a forcément un coût très élevé. Maintenant, est-ce que notre marché est propice à la vente d'œuvres d'art à certains coûts? Ça, je dirais que bon, non, il y a énormément d'efforts à faire de ce point de vue. Vous avez dû constater que lors de la dernière biennale, le prix du chef de l'État est de l'ordre de 5 millions de francs CFA. C'est epsilon, 5 millions de francs CFA pour une œuvre d'art. Alors comment pouvez-vous comprendre qu'un garçon qui a fait un bac plus 5, donc baccalauréat en école des arts, sort de l'école des arts, travaille pendant 2 ans pour décrocher un prix et qu'au bout, il ne puisse toucher que 5 millions de francs CFA, je dis ce n'est pas respecter la chose. Donc de ce point de vue, il y a effectivement des choses à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce n'est pas choisir un métier. Vous savez, dans la vie, après 50 ans, je dis que l'homme doit se poser. L'homme doit se poser après 50 ans et aller vers 2 choses, c'est-à-dire une certaine forme de spiritualité et une passion. Cette spiritualité, je pense qu'elle est en moi depuis ma tendre enfance. La passion de l'art, je l'ai découverte en 2011. Quand j'ai eu mes 54 ans, je pensais qu'il fallait que je consacre une partie de ma vie à l'écriture.
surtout que j'avais un besoin d'accompagner un homme qui était un grand intellectuel, qui me faisait beaucoup lire, et lui se chargeait de commenter. Donc j'ai pris goût à la chose, j'ai écrit, j'ai publié une fois, j'ai animé une chronique, et c'est donc à sa disparition que j'ai décidé de lui rendre hommage, et j'ai publié mon premier ouvrage. Un jour, comme par hasard, toujours intéressé par l'île et par ce plaidoyer que je fais sur ces 4 îles, j'ai croisé un grand reporter français, Yann Arthus Bertrand, chez France Gall, et au sortir de ce goûter que nous partagions, j'ai eu envie de faire un autre ouvrage sur l'île d'Ungor, parce qu'après avoir découvert que l'île n'avait aucun matériau, n'avait laissé aucune trace écrite. Donc je me suis intéressé à l'île pour raconter sa petite histoire, la faire visiter par des photos, procéder à son adressage, etc., etc. C'était une passion. Je pensais que c'était la passion qui me restait pour finir un petit peu ma vie, parce qu'à 54 ans, bon, voilà, on a plus sa vie derrière, hein. Et bon, à 59 ans, pour présenter cet ouvrage-là, l'autorité m'avait fait l'honneur de se déplacer et de venir nous trouver sur l'île d'Ungor. Naturellement, le maire de la commune d'arrondissement, il y avait le ministre de la Culture de l'époque, Awa Ndiaye, il y avait le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui, en plus de sa personne et de son équipe, m'avait gratifié de la présence de 11 maires de capitales africaines. Bon, suite à la présentation de l'ouvrage, comme des performeurs étaient autour de moi, notamment Krembaï, j'ai tout simplement eu envie de faire rire tout le monde en prenant une toile pour la première fois, lui empruntant son couteau, et j'ai mimé un petit peu les mouvements de Cré. Surprise pour moi, tout le monde s'est arrêté sur cette toile-là, en fait, en moins de 2 heures de temps, ce qui me paraissait quand même pas acceptable. Je ne comprenais pas le rattachement à la chose. J'ai voulu la lire, je l'ai lue le lendemain, ça ne me faisait absolument rien, mais du fait de l'insistance d'une ou plusieurs personnes à l'acheter, ne voulant pas la lâcher, j'ai pris l'engagement de faire une expo dans un an, en promettant à l'une d'entre elles que cette œuvre serait la sienne, le jour de l'expo. C'est comme ça que je suis arrivé à la peinture. Naturellement, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure que je progresse là-dedans, j'y ai pris goût, j'ai trouvé un certain équilibre, et j'ai trouvé une raison très forte de rester là-dedans. Parce que j'ai découvert par la lecture et par la peinture qu'il y avait quand même des enseignements forts dont le monde entier avait besoin. J'ai découvert par exemple que dans les arts anciens, tels que l'art rupestre, les peintres de l'époque ou les explorateurs de l'époque racontaient un monde fait d'hommes et d'animaux qui générait une humanité qui était partout semblable, mais une humanité dans sa volonté de survivre, mais de conjurer aussi l'hostilité. Donc une humanité à finalité paix et apprendre à aimer pour partager. Aujourd'hui, nous nous rendons de plus en plus compte que notre monde est dans une zone très forte de turbulence. Les pays qui étaient dits pays vulnérables comme les nôtres sont actuellement dans les mêmes positions que les pays qui étaient dits pays aisés et riches et qui s'enrichissaient en réalité au fur et à mesure que les frontières s'ouvraient. Nous sommes tous devenus vulnérables du fait de ce que vous savez, le terrorisme. Nous sommes tous vulnérables du fait de la réaction de l'homme sur l'environnement. Nous sommes tous devenus vulnérables par toujours le fait de l'homme à perturber un petit peu la vie de nos différents cheptels marins. Donc du fait de cette vulnérabilité-là, je dis qu'il nous faut arriver aujourd'hui par l'art, par la culture en général, par l'art particulièrement, à trouver un compromis qui puisse nous permettre de retourner vers ce qui se faisait avant. C'était un monde quasi de paix, où tout le monde s'acceptait, où les différences étaient acceptées par les uns et par les autres, pour réellement arriver à ce qui est essentiel, apprendre à aimer l'autre, apprendre à pardonner l'autre et partager avec l'autre. Ça, j'en fais aujourd'hui un combat, c'est un combat que je veux porter, je le porterai, et je le porterai parce que je suis devenu artiste. J'y ai peut-être pensé dans ma vie, sans jamais y accorder l'attachement que j'y accorde aujourd'hui. On va essayer d'avancer.
Donc je resterai dans la peinture. Je serai peintre, je ne serai pas peintre, ce n'est pas ce qui est important. Je ferai des choses qui plaisent ou qui ne déplaisent, ce n'est pas ma préoccupation. Ce qui est clair, c'est qu'un travail sorti d'ici ne se bazardera pas, il restera très très cher. À quelle fin? Ça, je le garde pour l'instant pour moi. Je vends si j'ai envie de vendre, je ne vends pas si je n'ai pas envie de vendre. J'estime tout simplement qu'un autre combat que je dois porter pour aider les jeunes artistes à bien vivre leur vie, c'est amener, puisque nous sommes au Sénégal et dans un marché pour l'instant totalement sénégalais, amener les Sénégalais à comprendre qu'une œuvre d'art est moins un objet de décoration, mais c'est plutôt un livre, un grand livre, avec plein de pages écrites, plein de pages réécrites, mais qui offre à chaque fois à celui qui l'achète une belle plage blanche, mais vivante, qui se doit lui de remplir, ou une page blanche qu'il laissera à la postérité. C'est un autre dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, qui viendra remplir cette page-là. Et une autre va ressortir et ainsi de suite. Donc c'est une œuvre d'art, c'est un livre sans fin, qui s'écrit régulièrement. C'est aussi, si on réfléchit en termes d'économie, une œuvre d'art, c'est une valeur boursière. Ce n'est pas un objet de décoration. Vous n'allez pas me dire que j'ai un salon jaune chez moi, trouvez-moi une œuvre qui puisse aller avec mon salon jaune. Le jour où votre salon passera du jaune au rouge, l'œuvre disparaîtra. Une valeur boursière, on la garde, on la respecte et on spécule qu'une œuvre puisse se vendre à plus de 100 millions de dollars. Quel est le mur au monde qui puisse recevoir 60 milliards de francs CFA accrochés? Il n'y en a pas. Il faut que le consommateur d'objets d'art au Sénégal comprenne, encore une fois, qu'il n'a pas un bout de tissu avec de la peinture. Si c'est pour ça, allez dans certains magasins, vous en trouverez à 10 000, à 5 000, à 3 000, à 4 000. Vous n'en avez pas besoin. Les photos sont tellement belles, certaines photos. Alors, vous n'avez même pas besoin de ça. Ouvrez votre fenêtre, vous avez un spectacle extraordinaire. Mais vous voulez un objet d'art? Vous voulez acheter une exclusivité à un coût? J'estime pour l'instant qu'au Sénégal, ce n'est pas de la prétention. Le Sénégal n'est pas mon marché, en toute sincérité. Je suis, pour parler le langage courant, trop cher pour le consommateur sénégalais. C'est aussi simple que cela. Je ne veux pas vendre à moins de 50 000 euros. Ah, et 50 000 euros, c'est parce qu'en fait, je suis avec vous. Mon ambition, c'est atteindre un certain niveau. Mon ambition, c'est être des futurs, c'est tout. Et ce n'est pas avec un marché à CFA que j'y arriverai, excusez-moi. Mes œuvres sont ici. C'est l'île de Ngor qui m'a accueilli, c'est le génie de l'île de Ngor qui m'a aidé à toucher la peinture. C'est peut-être le génie de l'île de Ngor qui fait que, bon, aujourd'hui, ce que je fais intéresse. Je resterai sur cette île-là. Celui qui veut me sortir de l'île, me sortira de l'île à des conditions bien claires, bien précises. Je ne refuse pas d'aller exposer ailleurs, mais je dis exposer pour exposer, je ne le ferai pas non plus. Si c'est de la visibilité, on en a assez avec les réseaux sociaux, que ceux qui veulent voir mes œuvres acceptent de se mouiller les fesses pour venir les voir ici. Voilà. Vous savez, le président de l'association des Amis de l'île de Ngor a précédé le peintre. J'aime cette île. Pourquoi est-ce que je suis sur cette île? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, ce qu'on appelle le hasard m'a amené ici. Je me pose et je me sens bien. Maintenant, on avait trouvé l'île dans un certain état. Des amis attributaires de parcelles, des amis de l'île de Ngor, parce que fréquentant, ont tout simplement ensemble de regrouper leurs forces, leurs expériences et leurs possibilités pour donner à cette île-là une autre allure ou d'autres atours. Bon, nous nous sommes donc constitués en association et en nous fixant comme objectif d'effacer les marques dites négatives de cette île. Les marques négatives qu'on avait trouvées sur cette île-là, c'était une forte circulation de drogue, c'était de la prostitution, c'était en fait ce qu'on appelle communément le bordel généralisé. L'irrespect de l'environnement, les gens se construisaient n'importe comment, faisaient n'importe quoi, etc. Bon, nous avons réussi quand même en 15 ans à régler un certain nombre de choses.
l'île est devenue physiquement propre et nous nous battons aidés en cela par la gendarmerie, particulièrement la brigade de Ngor, à éliminer et éradiquer, devrais-je dire, ce qui est difficile, la prostitution. L'ensemble des sites qui recevaient des filles ont été plus ou moins aujourd'hui pris en charge. Le principal, c'était les anciennes ruines qu'un ami avocat français a réussi, dans le cadre de son association, à récupérer. On transforme donc ce centre-là en un centre destiné aux enfants et en hommage à l'abbé Pierre. Nous avons, en tant qu'association, fait l'adressage des ruelles. Nous avons planté plus de 300 pieds de cocotiers et dattiers. Nos passages sont bordés de fleurs. Certains propriétaires continuent à aménager un petit peu les ruelles avec de la pierre pour éviter les éboulements durant les périodes hivernales. Nous avons réussi l'année dernière à restituer la 3e plage à l'île de Ngor. Vous pouvez aller la voir, elle est quand même magnifique. Nous avons réussi, toujours dans le cadre de l'association, à équiper l'île de Ngor de ses premières toilettes publiques, parce qu'il était toujours gênant de voir 10 000 enfants sur cette île sans petit coin où aller faire leurs besoins. Nous avons donc fait ça. Nous avons, en plus des toilettes publiques, aménagé un jardin écologique. Vous pourrez aussi aller le visiter. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. L'électricité, en réalité, qu'est-ce que vous entendez par électricité? La possibilité le soir d'appuyer sur un interrupteur et d'avoir de la lumière. La possibilité de mettre votre fer à repasser et repasser votre chemise. La possibilité d'appuyer sur une touche et avoir votre télévision. Nous avons de l'énergie, mais nous avons tout simplement opté pour la solution ENR. Ceux qui sont ici attributaires de parcelles, pour l'essentiel, se sont mis d'accord à fonctionner ou à faire fonctionner leur maison à partir de l'énergie solaire. Donc on fonctionne avec de l'énergie solaire. Les avis cependant sont partagés entre continuer à alimenter nos maisons avec de l'énergie solaire ou inviter la Sénélec à nous mettre un câble. Mais j'avoue sincèrement qu'à 80%, nous sommes contre l'avenue de la Sénélec. Il y a naturellement 20% de la population qui voudrait qu'il y ait la Sénélec. Ça, c'est normal. On est en démocratie, les gens se donnent leur avis, et ce qui vaut là, l'est aussi ici. Mais ce qu'il faut retenir de ce point de vue, c'est qu'en tant qu'association, nous n'avons, nous, aucune compétence particulière ou exclusive. Si demain, l'État du Sénégal, dans son programme de développement, décide de mettre de l'énergie Sénélec sur l'île de Ngor, nous n'y pourrons rien. Pour l'instant, nous sommes très fortement appuyés par la mairie de Ngor. Nous avons mis par exemple 5 à 6 agents pour le nettoiement de l'île, pour le tri des ordures, pour transporter certaines ordures de l'autre côté. Et ça, nous sommes appuyés en cela par quand même la mairie de Ngor qui nous prend en charge un petit peu la moitié de l'effectif. Le reste, nous le faisons sur fonds propres. Issa était un aîné. Pour être honnête, je ne l'ai pas fréquenté. Et j'ai horreur de parler dans le vide. Parler sans superposer à ces paroles des faits précis me gêne. Nous avons eu 2 contacts de plus d'1 heure durant ces 72 années de vie. Le premier, c'était à la suite de la publication du livre en hommage à mon beau-père, pour lequel il avait un respect immense. Quand il a vu le livre, je ne sais où, il s'est arrangé pour que nous nous rencontrions. Et à l'occasion, je lui ai dédicacé l'ouvrage. Et on a eu à parler donc de l'homme qui a très fortement contribué à ce que je suis, c'est feu Maître Babacar Niang. Le deuxième contact que j'ai eu avec Joe, c'était suite au décès de mon aîné Boubacar Koné, celui qui a légué le Boribana à l'État du Sénégal. Je me rendais à la morgue de l'hôpital principal pour préparer pour faire les formalités avec donc le frère de Boubacar, Pape.
Arrivé en centre-ville, j'ai regardé ma montre, il était 7h10, 7h15 du matin. Je me suis dit, bon tiens, j'ai le temps de prendre un petit café. Donc je suis rentré au Café de Rome. Et au Café de Rome, je tombe sur qui? Je tombe sur Joe. On échange. Et je lui dis, grand, je m'en vais à Principal parce que Boubacar est décédé. Il me dit lequel, je lui ai expliqué. Il a crié et il m'a dit que non, je laisse tout tomber et on y va ensemble. C'est quelque chose qui m'avait quand même très fortement marqué. Maintenant, ce que je sais de lui, c'est rien. Mais je suis tenté de dire ce que le chef de l'État a dit hier. Il avait réussi à faire de sa vie une œuvre d'art. Maintenant, je crois aussi du fait de ces deux actions-là et des échanges que j'ai eus avec lui qui ont duré globalement 2 à 3 heures de temps sur 72 années de vie, je pense que très sincèrement, c'était un homme qui avait un respect particulier pour l'homme. C'était un homme plein de générosité et de disponibilité et un homme qui a tout simplement partagé un petit peu tout dans sa vie. Vous inviter à poursuivre ces efforts-là, allez vers tous les artistes. Faites l'inventaire de leurs préoccupations et de leurs problèmes. Et peut-être qu'un jour, par votre biais, nous réussirons sur la base de ce qui pourrait s'appeler quasiment une enquête ou un recueil, faire un fascicule, pas que de doléances, de suggestions, adressées à qui de droit, c'est-à-dire l'autorité, pour l'inviter à offrir un regard assez particulier à cette couche de la population. Mais aussi l'inviter à essayer de rehausser un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Vous allez au Nigeria, des artistes nigérians, chez eux, ont généré des chiffres d'affaires de l'ordre de 1,8 milliard. 1,8 milliard, c'est le chiffre d'affaires d'une moyenne entreprise au Sénégal. Ici au Sénégal, aucun peintre sénégalais ne sait générer un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de francs CFA. Ce n'est pas acceptable. Vous allez en Éthiopie, une gamine de 39 ans a généré 4,5 millions de dollars de chiffre d'affaires. Parce que tout simplement, son pays l'a accompagné. Le fait d'avoir été accompagné, ça lui a permis de se positionner aux États-Unis et de vendre à 4,5 millions de dollars. Il faut que l'autorité comprenne, de la même manière qu'ils ont compris que les immigrés nous envoient des centaines de milliards par an, il faut que l'autorité comprenne que l'art sénégalais, placé à l'extérieur, peut faire rentrer au pays des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA. Donc ça pourrait très fortement contribuer au développement économique et social de ce pays.